Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Édouard Philippe. Bonjour, vous êtes député maire Les Républicains du Havre et vous êtes un soutien fervent d'Alain Juppé. Pour vous interroger ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Gilles. Édouard Philippe, chacun tire une leçon très différente des résultats des régionales. Nicolas Sarkozy fait le pari de l'appareil en revenant à la politique par le parti, et Alain Juppé fait le pari d'une primaire ouverte. Quelle est la bonne stratégie entre les deux? Je vous dirais volontiers que la bonne stratégie, ce sera la stratégie gagnante et qu'on le saura après coup. Enfin, ce serait une façon un peu facile de répondre à votre question. Un premier mot d'abord pour dire que, comme vous l'avez indiqué, les résultats électoraux, ils ont ceci d'extraordinaire qu'ils semblent donner raison à tous ceux qui avaient un avis. Alors donc chacun sort renforcé de ces élections, en tout cas sur sa conviction en matière de stratégie. Ceux qui pensent qu'il faut aller plus à droite le disent, ceux qui pensent qu'il faut aller moins à droite le disent aussi. Et ça donne une impression au fond, non pas de désordre, parce que je suis pas sûr qu'il faille parler de désordre, mais en tout cas de très grande incertitude sur les positionnements, sur les convictions fermes, à la fois sur le fond et en matière stratégique, que peuvent avoir le Parti des Républicains et d'ailleurs en général un peu tous les partis. Parce que vous avez la même chose à gauche. À gauche, vous avez ceux qui disent « ça montre qu'il faut aller plus dans le sens du gouvernement » et ceux qui disent « ça montre qu'il faut sortir du sens du gouvernement ». Donc, bien malin qui est capable de dire la ligne la plus stable et la plus ferme. Alors justement, Gilles Donc ça veut dire que vous Leclerc, ne prenez pas parti aujourd'hui pour une ligne plus qu'une autre. Ça veut dire que les élections régionales, ou en tout cas ces résultats, en sont de nature à peut-être vous interroger, vous, quand je dis vous, dans le camp, on va dire, d'Alain Juppé. Je pense que les résultats des élections, ils devraient interroger tout le monde. D'accord. Je pense que ceux qui pensent que c'est très simple de les analyser et que par définition ça confirme leur intuition sont des gens curieux. Y compris chez vous, c'est ça que vous nous dites ce matin, donc. Y compris chez nous, bien D'accord. sûr. Bien Alors sûr. quand Alain Juppé, dimanche soir, parle toujours quand même de la stratégie de l'Union et du centre, quand on regarde un peu les chiffres, par exemple, prenons un exemple, le centre, Sauvadet battu, Vigier battu, Morin, dans votre région, la Normandie, qui passe d'extrême justesse, est-ce que c'était la bonne stratégie? Non, d'abord un mot pour répondre, mais je vais répondre à votre question. La première chose, moi j'ai assisté lundi matin à une réunion du bureau politique des Républicains, un peu tout à fait agréable et tout à fait sympathique, mais quand même un peu hallucinante, parce que quand vous passez 1h30 pour savoir si vous avez gagné ou pas, c'est rarement que vous avez gagné. Les victoires, ça se constate. Ça se discute pas, quoi. Là, on a passé 1h30 pour savoir si quand même, éventuellement, on n'aurait pas un peu gagné. Donc, vous voyez bien que les résultats ils sont compliqués à analyser. Deuxième chose, la stratégie d'union de la droite et du centre, elle est totalement validée. Imaginez une seconde qu'au soir du premier tour, la droite et le centre eût été divisés. Qu'est-ce qui serait passé? On aurait été 3e, 4e. La question du désistement, elle se serait posée dans toutes les régions. Sont incarnés par des centristes, les chiffres le montrent, c'est pas mais vous fameux. savez, les résultats du premier tour, ils sont, entre guillemets, mauvais pour tout le monde. Que dans une région comme PACA, Christian Estrosi fasse 15 points de moins que Marion Maréchal-Le Pen, et il n'est pas exactement sur la ligne centriste au premier tour de l'élection. Donc tout le monde prend une claque au premier tour. Et au deuxième tour, en vérité, c'est très serré dans beaucoup de régions. C'est très serré en Normandie, où nous l'emportons. C'est très serré dans le centre, où nous perdons. C'est très serré en Île-de-France, où nous l'emportons. On voit bien que le delta est très, et évidemment, quand le delta, voilà, c'est très mince. donc ça valide la Et c'est très stratégie. mince partout. Et c'est très mince, enfin, pas partout, mais dans beaucoup de régions, c'est très mince. Véronique Jacquier. Mais mettons un coup de projecteur sur la stratégie ou sur les résultats en filigrane qui concernent Alain Juppé. Alain Juppé est toujours très populaire. Selon un sondage TNS Sofres, François Hollande serait absent du second tour de la présidentielle en 2017. Marine Le Pen serait qualifiée. Nicolas Sarkozy la battrait avec 64% des suffrages et Alain Juppé l'emporterait avec 70%. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand on regarde les résultats des élections régionales, bon, c'est quand même un revers pour Alain Juppé. Si on prend la ville de Bordeaux, Alain Rousset fait 49% à Bordeaux, plus que dans l'ensemble de la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charentes. Alain Juppé qui s'est beaucoup impliqué pourtant dans la campagne de Virginie Kamel. Mais alors finalement, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a peu d'adhésion pour l'homme Juppé à travers cette campagne. Il y a d'un côté le populaire Juppé, mais à l'épreuve des chiffres. Vous ressemblez reprendre, j'ai vu un tweet d'Isabelle Balkany, vous semblez reprendre cette analyse qui est une vraie analyse de fond. Non mais c'est une question que je pose, c'est pas l'analyse d'Isabelle Balkany, elle fait pas foi pour tout le monde, Isabelle Balkany. Je comprends que vous la posiez. Ce que j'observe, et vous le savez parfaitement parce que vous êtes une fine observatrice de la vie politique, c'est qu'il y a un certain nombre de régions dans lesquelles il était à peu près acquis que la droite ne gagnerait pas. C'était la Bretagne, on voyait bien que Le Drian partait avec
des chances de l'emporter considérables, et c'était l'Aquitaine et c'était le Midi-Pyrénées. Dans ces 3 grandes régions, personne ne pensait une seconde que la droite avait des chances raisonnables de gagner. Des chances, on ne sait jamais. Véronique parlait de la ville de Bordeaux. Non, mais attendez, Oui, oui. j'y viens. D'ailleurs, c'est pour ça que Virginie Calmel s'était candidat. Parce qu'aucun ténor de la vie de cette immense région, qui est une des plus grandes, géographiquement c'est la plus grande, n'avait envie d'y aller parce qu'aucun pensait qu'il avait une chance de l'emporter. Et c'est pour ça qu'elle a eu sa chance, alors qu'elle arrive sur le terrain, et qu'elle a fait une remarquable campagne, remarquée par tout le monde. Et je m'en réjouis. Mais comment ensuite, expliquer il est donc, certain- les chiffres de la mais gauche sur Bordeaux? En 2012, à l'élection présidentielle, François Hollande à Bordeaux, il fait 59%. Il fait 59%. Il fait d'ailleurs 10 points de plus que Alain Rousset. Vous pourriez vous poser la question. Il fait 59%. La vérité, c'est que Ça veut dire dans que les les centres urbains, électeurs choisissent la vérité, madame, des gens c'est de que dans droite les- qui sont plus droitiers. Enfin, la vérité, c'est que dans les centres urbains, la gauche est souvent, voire partout en tête. Vous avez parlé de la Normandie tout à l'heure, que je connais mieux parce que c'est chez moi. La gauche sort en tête dans tous les centres urbains, à Caen, au Havre et à Rouen. Parfois avec des écarts considérables comme à Rouen, qui est une ville qui est maintenant ancrée à gauche, parfois avec des écarts très restreints, mais elle sort en tête dans toutes les villes. Et c'est vrai partout en France. À Lyon, vous pensez qu'elle sort en numéro 2, y compris dans des villes qui sont dirigées par des maires. C'est d'ailleurs un élément intéressant de la géographie électorale, c'est que la gauche est très bien ancrée dans les centres urbains. Elle est en revanche incroyablement faible à l'extérieur des centres urbains. On a parlé de la victoire de Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes. Si vous regardez en Rhône-Alpes, vous vous rendez compte que dans les centres urbains, il est rarement en tête. Et qu'en revanche, il gagne grâce aux autres espaces mais géographiques. derrière que les centres Virginie urbains. Kamel, il y avait Alain Juppé quand même. Donc Oui. il y aurait pu avoir l'adhésion Alors donc à vous une campagne considérez d'Alain qu'il Juppé, était une quasiment stratégie d'Alain candidat. Juppé qui est déjà en campagne pour 2017. Écoutez, vous faites l'analyse que vous voulez. Moi, je ne pense pas du tout que ce sujet à Bordeaux soit une réponse. De même que, vous savez, au Havre, je suis 4 points. Enfin, je suis pas candidat, mais le candidat que je soutenais, Hervé Morin, est 4 points derrière le candidat socialiste. Et Très bien. Leclerc Et moi, j'ai gagné au premier tour des élections municipales, exactement comme Alain Juppé, qui a le meilleur score au premier tour d'un candidat de droite dans une élection municipale. Ce qui, me semble-t-il, répond en partie à votre question. Gilles Édouard Leclerc. Philippe, on sort un petit peu des villes. Quand vous entendez ce slogan « Faire de la politique autrement », on en parle beaucoup depuis dimanche soir. D'abord, est-ce que ça vous parle? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Et quand Manuel Valls dit, par exemple, devant plusieurs confrères hier, que finalement, on peut travailler avec une opposition raisonnable sur 2 sujets majeurs qui, là, intéressent de près les gens, et on sort de la politique, entre guillemets, politicienne, par exemple, sur la sécurité, sur l'emploi, est-ce que vous dites chiche? Vous me permettez de dire un petit mot sur le pas du tout que j'ai dit de Oui. façon martiale Vous allez l'expliquer, et affirmée. Pourquoi? Depuis, pas depuis le dimanche soir, depuis que moi je me suis engagé dans la politique en 2001, j'ai été élu avec Antoine Rufnac au Havre en 2001. Depuis 2001, et même en vérité depuis avant, j'entends il est temps de faire la politique autrement. Alors on voit ça, soit c'est les plus jeunes qui arrivent et disent on va faire de la politique autrement, soit les gens qui disent j'ai changé, je vais faire de la politique autrement. C'est le pont aux ânes de l'élu. C'est comme ça, on va faire de la politique autrement. Je ne sais pas ce que ça veut dire faire de la politique autrement. Vraiment, je ne sais pas. Moi, les résultats de dimanche soir, vous savez ce qui m'inspire? Il m'inspire le souci de continuer à faire la politique comme moi j'ai envie d'en faire. C'est-à-dire en expliquant... Donc ça vous conforte? Non, ça conforte pas. Et attendez, je dis pas que ça conforte les élus en général. Je dis que moi, ça me conforte dans ma façon de faire de la politique, c'est-à-dire en ayant des expressions nuancées, en ne faisant pas miroiter des choses dont je pense que je ne peux pas les tenir, et en essayant d'être le plus clair possible dans ce que je veux faire et de comment je veux le faire. Et franchement, c'est comme ça que je fais au Havre. Et croyez-moi, s'il y a une chose que je retiens de ces élections, c'est qu'il ne faut pas que je change. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai oublié la question que vous m'aviez posée. Non, je veux dire, est-ce que vous pouvez tôt le matin, est-ce bon. que vous pouvez travailler avec l'État? Prenons Mais évidemment, prenons un exemple. Mais bien sûr, attendez, La région a la compétence économique, 32 milliards sur la formation professionnelle, on voit que c'est un vrai enjeu et que François Hollande va sans doute dire des choses au mois de janvier là-dessus. Est-ce que sur cette question-là, vous pourriez, en tant que député, voter éventuellement des mesures qui vous paraissent tout simplement de bon sens, par exemple? Mais c'est le bon sens. Vous Ce qui seriez prêt à le faire? m'inquiéterait, c'est que quelqu'un vous dise l'inverse. On est dans un pays, on est dans une démocratie. Je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement. C'est clair, c'est documenté. Je pense que la politique économique du gouvernement s'est révélée désastreuse. Et d'ailleurs, plus personne ne le conteste en vérité. Je pense que sur la politique pénale, il y a 1000 choses à revoir. Je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement. Mais quand, sur une mesure ou sur un texte,
je ne suis pas en désaccord, ou même je suis en véritable accord, je le dis et je vote en conséquence. J'ai voté la loi NOTRe, c'est-à-dire la loi portant réforme territoriale. Je l'ai votée parce que je pensais qu'il fallait une seule Normandie. Il y avait plein de choses qui m'allaient pas dans le texte, mais je l'ai votée. Je n'ai pas voté contre la loi sur le mariage pour tous. Je l'assume. Évidemment, dans un pays démocratique, une opposition peut travailler avec une majorité. Ça ne veut pas dire qu'on est Par d'accord. exemple, l'articulation État-région dans le domaine de la compétence économique, vous y croyez? C'est un peu ce que dit le Premier ministre en ce moment. Est-ce que sur le sujet de la formation professionnelle, qui est un gros sujet, est-ce que c'est possible d'avancer ensemble? C'est possible, mais le diable est dans les détails. Moi, je n'ai aucun problème pour dire que je peux travailler avec la majorité, sans en faire partie et en n'ayant aucune envie d'en faire partie, mais que je peux travailler. Vous savez, cette émission s'appelle Territoire d'info. Sur les territoires, on a l'habitude. Pendant plus de 15 ans, la région Haute-Normandie, elle était tenue par des socialistes. Bon, moi, je suis maire du Havre. Je travaillais avec le président du conseil régional et on avait des projets en commun et on cofinançait des projets et on discutait et on pouvait se mettre d'accord et parfois on n'était pas d'accord. Bon, on a l'habitude, dans les intercommunalités, on travaille avec des élus qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est d'ailleurs une des belles choses en démocratie. C'est d'être capable de définir les sujets, ils ne peuvent pas être généraux, mais de définir les sujets sur lesquels on arrive à se mettre d'accord et sur lesquels on arrive à avancer. Et je vais même vous faire une autre confidence, mais vous le savez déjà, c'est quand vous arrivez à identifier des sujets sur lesquels vous créez un consensus. Et ça m'arrive au Havre, avec des élus socialistes, avec des élus communistes. Exemple, dernièrement des exemples de défense d'intérêts territoriaux ou des exemples de promotion d'une politique publique. Je pense par exemple au Havre à la politique de promotion de la densité et de la densité médicale, parce qu'il y a un problème d'offre médicale. Quand vous mettez d'accord sur des politiques publiques, y compris avec des gens qui ne sont pas membres de votre parti, qui sont des élus d'un autre parti, mais l'action publique, elle peut devenir incroyablement plus puissante. Donc il faut l'assumer. C'est pas la peine de chercher des fausses oppositions. Ça, c'est pour l'action publique. Maintenant, pour les idées, un grand rassemblement national, la main tendue de Jean-Pierre Raffarin pour soutenir le gouvernement contre un ennemi commun qui est le Front National. Ça vous parle? J'écoute avec attention, d'abord parce que quand Jean-Pierre Raffarin parle, j'écoute avec attention. Je ne le dis pas parce que je suis ici dans une maison qui lui est chère. Simplement, je crois que les grandes recompositions politiques, elles ne peuvent intervenir qu'au moment des législatives. C'est-à-dire, elles ne peuvent intervenir qu'au moment où on définit les majorités qui vont justement gouverner. Donc peut-être qu'un jour il y aura des recompositions politiques. Il y en a déjà eu dans l'histoire française. Donc on peut imaginer qu'il y ait un jour des recompositions politiques. Le mode de scrutin... Donc là, rien avant 2017. Un Alain Juppé avec un Jean-Pierre Raffarin, une Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit ce matin bientôt des Républicains quitteront les Républicains parce que la ligne c'est celle de Wauquiez et c'est pas celle d'un centre droit. Ça c'est possible ce type de recomposition? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez pas. Je ne sais pas. Vous l'avez dit. Ça n'est pas écrit, mais ça n'est pas impossible. Vous l'avez dit, le bureau hier des Républicains porté sur est-ce qu'on a gagné ou pas, alors que c'était pas la question. Le bureau a aussi porté sur le calendrier pour les primaires. Est-ce que c'était franchement la question sur l'éviction de NKM? On a quand même le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez les Républicains. Pourquoi Alain Juppé n'y était pas d'ailleurs? Pourquoi Alain Juppé n'y était pas? Parce qu'il était dans une ville chère à votre cœur, il était à Bordeaux, il avait un conseil municipal de Bordeaux et je pense que quand on est maire d'une ville, quand on aime être maire d'une ville, on ne rate pas un conseil municipal. Je le sais d'autant plus qu'il se trouve que moi aussi j'avais un conseil municipal dans l'après-midi, en fin d'après-midi. À Bordeaux il commence à 14h je crois, au Havre il commence à 18h, donc c'était plus facile pour moi. Mais peut-être partage-t-il ce sentiment que ça ne tourne pas rond chez les Républicains et que c'était peut-être pas la bonne idée d'être là? Je ne sais pas, posez-lui la question, mais je ne crois pas que c'était ça l'idée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des résultats qui perturbent et qui donc obligent, et c'est pour ça que c'est pas du tout scandaleux de se poser ces questions, qui obligent à se poser des questions. Quel sujet qui perturbe? Les résultats perturbent. C'est pas les résultats perturbent. Encore une fois, on a bien vu qu'au premier tour, on n'avait pas obtenu un grand succès. On voit bien, quand on additionne les voix de gauche et les voix de droite, que le second tour de cette élection ne se traduit pas par un succès considérable. Alors, bien sûr, on a plus de régions, bien sûr, on a plus de conseillers régionaux, donc de ce point de vue-là, c'est une victoire. Mais reconnaissez aussi que on doit avoir 2 millions de voix d'avance sur la gauche et que dans ces 2 millions de voix supplémentaires, on compte des gens de gauche qui ont voté pour la droite dans les deux grandes régions. Donc, vous voyez bien qu'on a un sujet. Bon, donc ça interroge sur la ligne, sur la stratégie. On a une primaire, c'est le seul moment de trancher les différences idéologiques et de personnes. Bon, il faut qu'elle soit bien organisée. Il n'est pas illégitime que les gens se demandent si elle doit avoir lieu en novembre, comme c'était convenu, ou en juin. Pour la
précipité d'une certaine façon. Bon, ce débat, il a commencé et je crois qu'il est presque clos sur ce aujourd'hui. calendrier, c'est fait. On maintient les dates. Je crois qu'en réalité, c'est déjà tranché. D'accord. Édouard Philippe, une question d'actualité. La municipalité a voté hier soir à Béziers la création d'une garde biterroise qui sera composée d'anciens gendarmes, militaires, policiers, sapeurs-pompiers. Est-ce que vous pourriez créer le même genre de système de protection au Havre ? Écoutez, je ne sais pas. Au Havre, on a créé une police municipale. Cette police municipale, elle voit ses effectifs augmenter. C'est d'ailleurs à noter, puisque les effectifs de la police nationale, eux, n'augmentent pas. Cette police municipale n'est pas armée. Elle remplit un certain nombre de missions en bonne intelligence avec la police nationale, avec une très bonne coopération. On a mis en place un système de vidéoprotection auquel je tiens beaucoup et qui offre d'excellents résultats. Créer un peu pour l'image, une garde comme celle-ci, je n'en vois pas l'intérêt à court terme. Elle ne m'est pas demandée. Et j'insiste sur le fait qu'en matière de sécurité, on peut évidemment prendre toutes les postures qu'on veut et balancer toutes les phrases qu'on aime. Mais ce qui compte, c'est d'avoir un travail très étroit et très sérieux avec l'ensemble de la chaîne. Avec la police, avec les services de la justice, notamment le procureur, avec la gendarmerie, avec les pompiers, avec l'éducation nationale, parce que la prévention est souvent un élément déterminant en matière de sécurité, avec la ville, qui a un rôle très important. Moi, je préfère avoir un travail sérieux, calme, peut-être pas très spectaculaire, mais qui donne des résultats, plutôt que m'agiter dans tous les sens et prendre des postures. Je laisse ça au maire de Béziers. Merci. Édouard Philippe, vous êtes député maire Les Républicains du Havre et vous étiez l'invité de la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio ce matin. Merci. On passe à l'analyse de l'actualité et à tout ce que vous nous avez dit sur ce plateau ce matin. Édouard Philippe avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, j'accueille aujourd'hui Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées et Denis Caro de Nice Matin, à qui j'ai beaucoup de questions à poser. Vous de Jean-Michel Elvig, je commence par vous. Nicolas Sarkozy mise sur le parti, Alain Juppé sur une primaire ouverte. Est-ce qu'ils vont faire de la politique autrement ou différemment l'un et l'autre? Est-ce la bonne stratégie? Quelle est la bonne stratégie? Pour la politique autrement, je pense qu'Édouard Philippe a répondu assez intelligemment et avec ce qu'il faut d'humour pour distancier le... Il a dit qu'il en avait toujours entendu parler oui, et qu'il était très défavorable. Oui. Non, c'est pas le sujet. Non, mais pour ce qui est des stratégies des uns et des autres, elles sont inchangées, on le sait. Nicolas Sarkozy joue l'appareil du parti, ce qui est très important, évidemment, dans le cadre d'une mobilisation pour une primaire, le noyau dur, le socle. Et Alain Juppé joue l'opinion en général, et plus particulièrement l'opinion, disons, de la droite et du centre. Bon, évidemment, quelle est la meilleure solution? Oui, quelle est la meilleure stratégie? Celle qui gagne. C'est ce qu'il a dit, Édouard Philippe. Je crois, pour une fois, je vais faire de la paraphrase d'un élu, d'un responsable politique. C'est trop tôt, Denis Caro. Alors on sent Édouard Philippe et derrière lui Alain Juppé très en retrait par rapport à ce qui se passe depuis le début de la semaine chez les Républicains. Et on sent que quelque part, il laisse gentiment Nicolas Sarkozy s'agiter, démontrer tout seul qu'il est clivant et en creux démontrer que Alain Juppé a la capacité, lui, à être rassembleur. Et on le voit très nettement avec le sondage TNS Sofres du Figaro ce matin. Absolument. Où l'hypothèse Alain Juppé est la plus favorable pour contrer Marine Le Pen. Donc on voit que Alain Juppé reste en retrait et travaille tranquillement sa stratégie en laissant Nicolas Sarkozy s'agiter et peut-être s'isoler. Au fond, tout lui est défavorable dans cette configuration dont parlait Denis Caro, là, ce sondage TNS Sofres François Hollande. Il parvient toujours pas à se qualifier pour le deuxième tour. Oui, écoutez, il faut quand même se méfier de ces sondages pré-présidentiels, d'intention de vote présidentielle, fait 1 an ou 2 ans avant l'échéance. Je me rappelle, j'ai le souvenir d'un sondage 1 an avant la présidentielle de 2012 qui ne donnait pas Sarkozy présent au second tour. Donc les gens là se déterminent, c'est plus c'est lié à des popularités
sur l'instant, c'est lié à un jugement sur la politique sur l'instant, c'est lié à des notoriétés. Quand on crédite Mélenchon de 12%, c'est absurde parce qu'il sait que de toute façon, il n'arrive même pas à rassembler le front de gauche. Donc il faut se méfier de ça. On n'est pas dans une dynamique de campagne. Dans une dynamique de campagne, il en irait autrement. Je pense que c'est plus intéressant de se poser la question en termes de stratégie de campagne. On voit bien que François Hollande fait campagne avec l'idée que sur les fonctions régaliennes et sur la fonction de meilleur rempart au FN, il serait le meilleur. Reste à être crédité de sa politique économique, c'est pas le cas. Cette stratégie s'applique très bien quand c'est Sarkozy au premier tour. Si ça devait être Juppé, ça serait beaucoup plus difficile pour François Hollande, qui, soit dit en passant, crédité de 20% avec l'impopularité qu'il a en dépit de l'éclaircie actuelle. C'est quand même pas mal, c'est un socle, voilà. Denis Caro, les premiers pas, je veux dire, le premier acte médiatique du nouveau président Christian Estrosi en PACA, ça a été d'aller saluer Michel Vauzel, son prédécesseur socialiste. Alors il va tenir compte de cet électorat, au fond, qu'il a fait gagner, Christian Estrosi, à Nice. C'est en tout et à cas Marseille. ce qu'il répète depuis dimanche soir. Christian Estrosi se pose en rassembleur. Il va créer effectivement un conseil territorial, avec au sein de ce conseil territorial qui donnera la parole à la gauche, un conseil des sages. Après tout ce qu'il a dit, il y a eu un florilège de déclarations, Jean-Michel Elvig les a relevées tout à l'heure, de déclarations très droitières de Christian Estrosi. Ça va être possible, ce grand écart là, soudain? Édouard Philippe en a parlé tout à l'heure. Il a dit que Christian Estrosi n'était pas exactement sur la ligne centriste. On se souvient des déclarations sur la 5e colonne. On se souvient de certaines prises de position. Mais aujourd'hui, Christian Estrosi dit je n'ai pas changé. C'est ce qu'il nous explique dans nos colonnes ce matin. Il n'a pas changé, mais il tient compte d'une situation qui a considérablement évolué. Et lui aussi se tient très à l'écart. Oui, et en même temps, oui. Des Républicains de Nicolas Sarkozy. C'est curieux d'ailleurs parce qu'au fond, il voulait être candidat aux primaires. Vous en entendez encore parler de cette affaire ou pas? Non, c'est définitivement réglé. Enterré. Définitivement jusqu'au prochain rebondissement. C'est ce qu'il nous dit ce matin dans une interview à Nice Matin. Je ne serai pas candidat à la primaire. Voilà. Je vais juste ajouter un point là-dessus. C'est qu'on est obnubilé par la question du Front National. Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais le Front National fait 27%. On oublie qu'il y a 73% des Français qui ne veulent pas du Front National. Une petite République des Pyrénées, et derrière vous, là, on en parle. François Bayrou va avoir un rôle considérable dans cette affaire, au fond. Selon le vainqueur de la primaire. Il ira ou pas? Je crois c'est ce qu'il a toujours laissé entendre. Comment ça se passe en PACA, les premiers pas là, de cette nouvelle équipe? Comment ils sont perçus? Il y a beaucoup de curiosité parce que effectivement la configuration d'un Christian Estrosi élu avec une grande partie des voix de gauche qui était totalement inattendue et ce qui n'a pas été forcément évident pour une partie de l'électorat de gauche, ça donne des obligations à Christian Estrosi. Donc maintenant, il va être jugé sur les faits, sur les premières décisions et sur la manière dont il fera jouer la gauche dans ses décisions. On va regarder celle de Nice Matin, donc Denis Caro, puisque vous parlez. Alors Nice Matin, on a changé de sujet, on est sur Noël à la pompe avec la baisse du prix de l'essence et des stations qui sont passées en dessous d'1 euro pour le litre de gasoil. Donc vous êtes revenu à des unes très préoccupation économique. Oui, je pense que les gens attendent ça et en ont un peu assez d'entendre parler de politique à longueur de colonne. Christian Estrosi, il va avoir besoin de tout le monde, y compris de la PQR, la presse quotidienne régionale locale, pour expliquer ces changements de stratégie, au fond. Il aura besoin. Je dis ça parce qu'il y a une interview d'Estrosi, donc. J'ai Nice Matin. Oui, effectivement, on a fait une interview qui arrive 2 jours avant son installation à la région. Il aura besoin de la presse quotidienne régionale, comme tous les politiques en ont besoin. C'est vrai pour la République des Pyrénées, dont on voit la une, Jean-Michel Elvig. Oui, la une est consacrée à l'intercommunalité. Le mot est barbare, mais la réalité est très, très précise. C'est dans la nouvelle loi, les intercommunalités doivent ressembler des communes
constitue une population de plus de 15 000 habitants. Donc il faut réorganiser celle qui existe. Et là, c'est le préfet qui doit faire une proposition. Et là, vous heurtez un problème qui montre que c'est plus facile de faire des grandes régions que des petites intercommunalités, parce qu'il y a des problèmes d'affinité locale, et puis il y a des problèmes aussi de syndicats intercommunaux qu'il faut regrouper. Et là, ça pose tout un tas de problèmes. Tous les deux, au fond, c'est que les vrais problèmes commencent. C'est exactement ça. Est-ce qu'ils n'ont jamais cessé d'ailleurs? Merci Jean-Michel Elvig, merci Denis Caro. On se retrouve évidemment demain à la même heure pour une nouvelle matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne journée.